C'est marrant parce que nous, on a beau ne pas aimer le film, en fait, tout le monde pense que c'est le meilleur depuis Terminator 2, hein. Oui, mais c'est bon, ça va, on est des gros haters, ça va. Non, non, toi, toi. Bonjour à tous, quelques jours après avoir partagé avec vous quelles étaient nos attentes et nos craintes sur Terminator Dark Fate, le sixième épisode de la saga initiée par James Cameron, on revient vers vous, après avoir vu le film, tout simplement pour essayer d'analyser un petit peu ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne pas du tout, en général, dans ce nouvel opus. I'm going hunting. Alors déjà, on voulait commencer par dire ce qu'on a apprécié dans le film, parce qu'on a publié une critique négative, on est trois dans la rédaction à avoir trouvé ça quand même pas très bon, mais il y a des choses qu'on trouve intéressantes. Alors moi déjà, dans un premier temps, ce que je trouve assez appréciable, c'est que Tim Miller, il a vraiment poussé le curseur de l'action plus haut que dans Genesis, c'est-à-dire que sans être totalement réussi, on sent qu'il y a une envie, une générosité dans les scènes d'action. Il va dans les airs, il va dans l'eau, il change de décor, il voyage, c'est pas que de l'environnement urbain banal qu'on a vu 50 fois. Donc déjà de ce côté-là, je trouve que c'est assez appréciable qu'il fasse un blockbuster qui ressemble à un blockbuster et qui a envie voilà, de vendre de l'action et du rêve, quoi. Oui, d'ailleurs, et alors je sais pas si c'est dû à lui, parce que lui, c'est pas la première fois qu'il. Ça fait longtemps qu'il travaille assez près de James Cameron, ou si ça vient directement de James Cameron, mais le film essaye, alors sans être du tout aussi abouti que son modèle, de reprendre un peu l'idée du triple climax qu'on trouve souvent chez Cameron. Moi c'est le début du film qui m'a le plus enthousiasmé, c'est-à-dire que là où souvent, actuellement, dans beaucoup de blockbusters, on se traîne, c'est compliqué d'établir les enjeux, je trouve que les 20 premières minutes du film vont très vite, sont assez efficaces, il n'y a pas de gras, il y a de vrais environnements, et moi, alors, bon, jusqu'à ce qu'interviennent les doublures numériques atroces qui me salopent à peu près toutes les scènes d'action, je trouve la première confrontation entre Mackenzie Davis et Gabriel Luna, le Rev 9, je la trouve assez excitante en fait parce que, à mon sens, elle est très physique, c'est ce truc à coup de masse où tout d'un coup il y a du poids, c'est-à-dire quand elle lui tape sur la tronche, j'ai vraiment l'impression qu'elle est en train de taper sur quelque chose, sur quelqu'un, et ça m'a fait plaisir et j'espérais que le film aille dans cette direction-là. Finalement, c'est pas vraiment le cas dès la poursuite qui suit, qui est très numérique, mais voilà, moi les 20 premières minutes du film, je les trouve véloces, je les trouve efficaces. L'arrivée de Mackenzie Davis au Mexique, je la trouve assez plaisante, on prend un peu le temps, elle arrive là dans cette espèce de terrain vague avec les gamins, les flics. Enfin voilà, moi les 20 premières minutes du film me plaisent assez. Ce qui me plaît dans le film, la chose que je défendrai le plus, c'est Linda Hamilton et le personnage de Sarah Connor. Alors, c'est pas super bien écrit, c'est largement sous-exploité, je trouve, au niveau émotion. Mais Linda Hamilton, elle a une voix, une présence, elle a un truc très brut, et je trouve qu'elle a l'arc émotionnel, narratif le plus intéressant. Parce que, bon, on peut spoiler dans la vidéo, on va dire que vous l'avez vu le film, le fait que John Connor soit mort et qu'elle se retrouve à traîner sa vieille carcasse, ses rides, sa voix rocailleuse, sa rage, et son impuissance, qui est donc le contraire absolu de ce qu'on avait de Sarah Connor jusque-là. Je trouve ça assez intéressant, je comprends pourquoi du coup Linda Hamilton a accepté, puisque c'est un vrai retake sur le personnage, et je trouve que c'est la... Pour moi, c'est la seule chose réussie niveau émotion du film. C'est la seule où je ressens des choses, alors peut-être parce qu'il y a l'émotion passée des films, mais c'est la seule qui arrive à porter quelque chose. Donc pour moi, heureusement qu'elle est là, et heureusement qu'elle est aussi mise en avant, quoi. Oui, et puis le personnage est pas un gag, c'est-à-dire que Ouais. peut-être qu'on en reparle, enfin on en reparlera sûrement, mais moi le traitement de Schwarzenegger me désole dans le film. Elle, pas du tout, ne serait-ce que sur sa voix, il y a quelque chose de très très Ouais. beau. Elle a Exactement. vraiment la voix éraillée, elle a vraiment la voix de quelqu'un qui a 60 ans passé, qui a galéré, qui porte un espèce de deuil, et tu disais de rage. Et ouais, voilà, moi rien que quand je l'entends dire I'm Sarah Connor and I hunt Terminators, je suis. Mm. Ouais, c'est très touchant. Et je trouve ça assez bien, c'était une des non-craintes qu'on avait, c'était plutôt des espoirs, sur le traitement de son physique. C'est-à-dire que Linda Hamilton, elle a plus de 60 ans, je crois, elle est ridée, elle fait son âge, c'est une femme de 60 ans, et à aucun moment le film essaie de nous la rendre sexy, de masquer ses rides, d'en faire quelque chose d'autre que ce qu'elle est. Et dans un blockbuster, avoir une femme comme ça, voilà, qui casse du Terminator et dit merde aux gens, et a cette allure, et je trouve que c'est plutôt bien fait, ça en fait pas un espèce de soldat à la con. Elle les filme en gros plan, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez joli, quoi. Sûrement parce que ça dénote de tout ce qui est à côté, donc c'est ça qui doit donner une petite valeur à sa présence, mais moi ça m'a bien plu. Alors, au-delà du film, qui a à nos yeux beaucoup de problèmes, et on va essayer d'élargir un petit peu sur la saga en général parce qu'il nous semble très symptomatique de beaucoup de problèmes de la franchise et on va dire il achève de les incarner. Moi, le premier truc que j'ai envie d'aborder, c'est cette impression, mais vraiment plus qu'impression très tenace, que la saga se bouffe elle-même.
Quand on fait une petite revue de ce qui s'est passé, alors Terminator 1, Terminator 2, très bien. Le troisième qui refait le deuxième, très bien. Renaissance qui fait un jump dans le futur pour essayer vraiment d'aller dans l'apocalypse, très bien. Genesis qui revient en arrière, qui essaie de remixer, rebooter, revenir aux origines, donner une variation, très bien. Et maintenant Dark Fate qui se place en Terminator 3 réel, qui zappe tout le reste et qui revient tout en réécrivant une part de la mythologie, puisque maintenant John Connor est mort. Je trouve que c'est vraiment le symptôme d'un truc où ils ne savent plus quoi faire. Ça tourne littéralement en rond, ils sont en train de réécrire constamment les mêmes éléments. Ils tournent autour des mêmes choses qui sont en train de... auxquelles ils apportent des petites modifications pour justifier qu'ils sont encore là, que les gens aient encore envie de le jouer, que les gens aient encore envie de voir où ça en est. Donc pour moi, c'est un énorme problème. On n'a qu'à regarder juste Skynet est devenu Genesis, est devenu Légion dans celui-là. Ici, tout le monde s'en bat les couilles, puisque en fait, Légion, on le cite à un moment, mais c'est même plus un enjeu. Quand on regarde le jugement dernier, il a été évité, il a été combattu, il a été accepté, il a été dépassé, maintenant on revient dessus, il a changé de date, les enjeux sont restés les mêmes, et on dirait que c'est un horizon que la saga n'arrive pas à dépasser, contre lequel il va forcément se cracher un moment ou un autre, et c'est juste, ça devient quasiment un gag de voir que le jugement dernier est toujours là. Sur l'affiche, c'est écrit qu'est-ce qui se passe le lendemain du jugement dernier. Tu vois, on sait quasiment, tout le monde s'est foutu de la gueule de l'affiche, mais à juste titre, parce que ça devient franchement comique de voir que le jugement dernier du Terminator 2, qui date de quand même un paquet d'années, reste toujours la tagline, reste toujours l'enjeu, reste toujours le futur, alors qu'on l'a déjà dépassé, on l'a déjà accepté, et voilà, passer à autre chose, quoi. Oui, et puis moi, j'ai un vrai problème, c'est-à-dire que cette idée de tout d'un coup de dire, tiens, on ne se place plus, entre guillemets, en fin de wagon, on ne fait pas une énième suite, on revient en arrière pour effacer une partie de la mythologie. Ok, d'accord, dont acte, mais à une seule condition, c'est de faire des choix un peu, pas forcément radicaux, mais des choix profondément différents de ce qui a été fait. Or là, c'est une excuse pour utiliser tout ce qu'on a effacé comme un espèce de maxi best-of où on peut piocher des trucs. Mackenzie Davis, qui est très bonne au demeurant dans le film. Mackenzie Davis, c'est Marcus Wright de Renaissance. Le Rev 9, je suis désolé, mais c'est le T3000 ou T5000, je sais plus, de Genesis, hein, en termes de design, c'est quasiment le même. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser cette opportunité ou on va dire cette audace narrative pour dire écoutez voilà non on s'est planté maintenant on va partir dans cette direction, on dit écoutez ils se sont plantés mais on va en prendre quand même un petit peu de partout pour faire une jolie synthèse. Moi c'est un truc que je trouve très triste en fait. Oui, et il y a qu'à voir la manière dont ils utilisent les répliques cultes, c'est vraiment... Il y a toujours quelqu'un d'autre qui l'a dit, I'll be back, bon très bien, mais en quoi ça m'intéresse, c'est juste du fanservice vraiment le plus vain. Et la manière dont constamment une course-poursuite est réutilisée, injectée au début, la manière dont le climax est toujours dans un environnement industriel, je trouve que là c'est même plus de l'hommage ou de la référence ou du clin d'œil complice au spectateur, c'est juste l'aveu d'un échec, de l'impossibilité de réimaginer ou renouveler les choses. Là ça me semble assez clair dans Dark Fate que ils traînent un boulet, quoi, ils n'arrivent pas à s'en détacher. Hein. Alors quelque chose qui vient directement de ça, c'est la manière dont ils sont bloqués autour des personnages principaux et n'arrivent pas à en faire quoi que ce soit. Regardons John Connor, il a été incarné par 4 ou 5 acteurs si on compte la série. On l'a vu avant de naître, on l'a vu enfant, on l'a vu ado, jeune homme, leader de la résistance. Après, on l'a vu en Terminator. Et maintenant, on revient en arrière, on le voit gamin tué. Très bien, pourquoi pas? Moi j'avoue que j'ai un peu de mal avec cette idée de constamment revenir sur les figures et se dire qu'est-ce qu'on a toujours pas fait avec lui. Oui, c'est ça. Et puis moi, je me souviens, c'était il y a pas très longtemps, je crois, il y a peut-être 2 ans, où Cameron a dit, oui, moi, l'énorme problème que j'ai avec Alien 3, c'est que dès le début, il tue Newt et oh merde, X, merci. Et du coup, c'est une façon comme ça de saloper l'héritage et de détruire la construction dramaturgique et émotionnelle qu'il y a eu, à laquelle je suis totalement opposé. Et ce qu'il fait dans l'intro de Terminator, c'est exactement ça. Et du coup, voilà, le film donne un peu l'intention de faire feu de tout bois, mais de manière complètement irresponsable ou pas du tout réfléchie. Et par exemple, moi, j'aurais trouvé relativement intéressant, encore une fois, nous dire John Connor est mort, mais ça m'aurait intéressé qu'on sache pas pourquoi. Ou je sais pas, est-ce que par exemple tout d'un coup les modifications qu'ils ont fait dans le futur le font disparaître? Enfin, il y a 1000 façons de faire de sa disparition quelque chose d'un peu triste et d'un peu tragique, mais de moins trivial et qui ressemble moins à une espèce de doigt d'honneur de scénariste de regardez, bim. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils font des réunions, ils se disent qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, tiens on va tirer, ça on l'a pas encore fait, du coup Sarah Connor, ça, pas mal. Du coup, Sarah Connor se retrouve, quand on revient encore une fois sur ce qui s'est passé, elle a vaincu vraiment l'adversité. Ensuite, elle a été tuée dans l'ellipse entre 2 films. Elle a été réentendue en voix off dans le 4. Là, elle revient et elle est complètement réécrite pour se dire donnons un intérêt à ce personnage et à Linda Hamilton pour qu'elle revienne. Du coup, on va tuer John Connor.
Alors c'est un argument intéressant pour le traitement du personnage, mais ça me donne aussi l'impression qu'il gigote dans tous les sens en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour renouveler tout ça et pour donner l'impression qu'il y a encore des raisons pour qu'il y ait un film qui existe. Et tu en parlais tout à l'heure, le T800. Parlons du traitement de ce personnage-là au fil de la saga, mais pareil, mais encore une fois, quand on regarde tout ce qui s'est passé, aujourd'hui c'est plus qu'un gag comme dans Genesis, c'est vraiment qu'est-ce qu'on pourrait lui donner pour qu'il ait quelque chose de plus à jouer. Et j'ai juste l'impression qu'ils se sont dit, il faut que Schwarzenegger soit dans le film, il faut qu'il ait quelque chose à jouer. Puisque la dernière fois, ce qu'on lui a donné, c'était très peu, évidemment, ça n'a pas vraiment convaincu grand monde. Donc là, le mec, il a un diplôme en décoration d'intérieur, il a une copine, mais c'est platonique, il a un fils, parce que comme il a tué John Connor, il faut qu'il y ait un truc émotionnel, il sert des coronaires en short, enfin... C'est quoi la prochaine étape? Bon, j'ai pas envie de la voir. Hein. Oui, et puis pour moi, il symbolise très très bien, je te dirais, l'espèce de schizophrénie totale du film qui à la fois essaye de cocher toutes les cases progressistes, woke, ce que tu veux, de l'époque en disant genre, chez nous, les Mexicains sont gentils. Même le passeur, même le mec qui passe les mecs à la frontière fait, mais moi, il est fait avec du cœur pour vous aider. C'est à chialer ça tellement contribue tellement à péter le film niveau rythme, voilà, ça n'a aucun sens. Hein. Et à côté de ça, donc, non seulement il représente tout ça en disant oui, je t'aime. Attends, le moment où il dit à sa compagne, laisse-moi porter les courses. Ouais. Enfin voilà, il symbolise à la fois ce côté-là et il symbolise en même temps le côté, il faut bien exciter un peu les bourrins. Donc on fait une petite pub pour la NRA, pour la NRA qui est complètement surréaliste, c'est-à-dire qu'après nous l'avoir joué, on va dire Terminator de gauche, il nous dit mais comme je sais que les humains ont des chances de tomber dans la barbarie, je collectionne les armes pour protéger ma famille. Because Texas, ouais. Genre, voilà, et on sent que le personnage, mais pas seulement celui-là, et beaucoup de personnages sont écrits vraiment pour cocher des cases, remplir des fonctions, mais ont très très peu de cohérence interne en fait. Ouais, de toute façon, je trouve que les relations entre les personnages sont vraiment ratées, quoi. Entre lui et Sarah Connor, il aurait dû avoir tellement d'émotions, Mackenzie Davis aussi, je trouve que tout ça, c'est vraiment survolé, il y a beaucoup trop de personnages, et aussi autre symptôme du fait qu'ils savent plus quoi faire au niveau personnage, c'est que le nouveau personnage important qui est donc Daniel Ramos, c'est un mix entre Sarah Connor et John Connor, ni plus ni moins. Ils se disent on arrive au stade où qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on a déjà beaucoup gigoté autour de John Connor et Sarah Connor, on a qu'à créer un personnage qui sera un mix entre les deux, et elle sera mexicaine. Mais justement, il y avait un truc très fort à jouer, c'est-à-dire que John Connor, c'est JC, c'est Jésus-Christ. Enfin, c'est la figure christique qui va apporter la révélation aux humains et les sauver. Donc du coup, en faire non plus un patriarche, mais une matriarche, il y a tout un truc à jouer sur la symbolique. Et là, ça n'est absolument pas joué. C'est balancé en une réplique par Linda Hamilton qui fait « Ouais, attention à ton utérus, gamine Ouais. !» Et alors que moi, j'ai rien du tout contre le concept, mais il faut en faire un concept, il faut le travailler. Et donner l'impression que c'est pas juste un simple remix avec une femme à la place. Ça donne des arguments, ou pire, détracteurs de ce genre de sujet qui vont dire encore une fois que c'est juste pour faire plaisir, dictature de la bonne pensée et tout ça. On s'en fout de ça. C'est très bien qu'il y ait une femme, un personnage féminin à la place de John Connor. Enfin, à la place, déjà, elle est présentée comme She is John Connor. Déjà, Oui, non, mais hein. déjà, c'est terrible comme Ouais, formulation. c'est quoi cet aveu de remix juste à l'aune de l'époque, quoi. Il y a un personnage qui a toujours un rôle très particulier dans les Terminator, c'est l'antagoniste. Tout simplement, le premier Terminator crée avec la figure de Schwarzenegger une espèce comme ça d'icône absolue du mal, de la mort. D'ailleurs, à tel point que l'expression est passée dans le langage courant. Hein. Un peu moins aujourd'hui, mais quand on était môme, un Terminator, le Terminator, c'était le mec dans la cour de récré qui se relevait toujours et qui allait te coller une mandale, quoi. C'est dire comme l'image a été surpuissante. Dans le 2, Cameron faisait un truc complètement fou, c'est qu'il disait, mais attendez, vous savez quoi, j'ai créé l'antagoniste ultime, et je vais en faire le gentil terminal, quoi. Ce qui était un truc, faut le réussir derrière, quoi. Si tu te foires, et il arrivait quand même à lui donner un adversaire à sa taille. C'est ça qui était dingue. Hein. Voilà, c'est quand même un retournement de carte, alors qu'Hollywood, Dieu sait qu'Hollywood aujourd'hui adore dire, et dans le reboot, on va tout changer, on va tout swapper, on va tout machin. Là, c'était fait avec une intelligence et une force absolument démente, mais la saga n'a jamais réussi à retrouver ça. C'est-à-dire que dans le 3, on avait donc le T-1000 féminin, mais qui vraiment avait pas grand chose à proposer à part des bruitages et puis des effets numériques un peu plus poussés, quoi, grosso modo. Sa combinaison en cuir Bordeaux, n'oublie pas. Dans le 4, il y a Marcus Wright qui est, on va dire, un mi-homme, mi-Terminator, qui est une petite nouveauté, mais il n'y a pas à proprement parler d'antagoniste. C'est vraiment une armée, c'est Skynet. Mais pourquoi pas d'ailleurs? C'est pour le coup une tentative de sortir de cette équation-là. Moi, ça me dérangeait pas. Dans le 5, l'antagoniste, c'était les scénaristes, hein, concrètement, qui s'est dit, tiens, John Connor, c'est le méchant. C'était assez terrible. Et là, le truc, c'est que moi, au début du film, j'aime bien cette idée de se dire, plutôt que d'essayer de faire plus bâti, plus fort, plus machin,
prenons donc Gabriel Luna qui serait plutôt, tu vois, qui est capable de rentrer dans l'usine, de passer pour un ouvrier mexicain qui vient bosser dans cette usine. Et cette idée-là, tu vois, que justement il soit plus discret, je trouve ça assez marrant sur le papier, mais après, c'est plus du tout utilisé. Et le deuxième concept, c'est tiens, il nous faut des pouvoirs en plus cette fois, il peut se dédoubler. Et là, pour moi, il y a un aveu de ratage et d'impuissance qui est terrible, c'est que ça ne sert à rien. L'exemple, pour le coup, c'est pas vraiment vous spoiler, vous l'avez vu dans la bande-annonce, il est en train de conduire son camion, Mackenzie Davis lui fiche une tige en métal dedans pour essayer de le bloquer. Donc là, il se dédouble pour à la fois continuer à conduire le camion et aller attaquer les humains en face de lui. Et que nous font les scénaristes et les metteurs en scène qui se disent mais je sais pas du tout comment gérer moi avec 2 ennemis. Et tout simplement le camion se plante, donc on dit qu'il faut 2 minutes pour qu'il se reconstitue, et comme ça il y a un seul adversaire qui se bat contre les gentils. C'est-à-dire qu'en fait il a beau pouvoir se dédoubler, ils ne sont jamais 2 en même temps à participer à l'action. Ça pourrait proposer plein de chorés intéressantes, ça pourrait jouer à plein de niveaux, mais même encore une fois sur le fait que c'est bien une machine qui peut se reproduire à l'infini. Moi j'ai envie de dire, attends, déjà s'il peut se reproduire 2, c'est presque un peu trop peu. S'il pouvait être 3, 4, ce serait marrant, tu vois. Et vraiment se reconfigurer, ce serait drôle. Moi je dirais que d'un coup il est juste 5 bras, bref, j'en sais rien. Comme il montre d'ailleurs dans le futur, c'est qu'ils ça. ont des Terminators qui ressemblent à Slenderman, là avec leurs tentacules. Tu dis, bon, limite, c'est moche visuellement, Oui. je trouve, mais au moins, il y a un enjeu, il y a une manière. La chorégraphie de l'action pourrait être à un degré différent, ça pourrait être autre chose que juste quelqu'un qui arrive et met un coup ou défonce un mur. Là, ça pourrait être, je sais pas, plus aérien, c'est ça. différent, quoi. C'est ça, et systématiquement, quand ils arrivent à 2, le premier on lui met une branlée tout de suite, le temps qu'il se reconstitue, puis on se bat avec le deuxième. Et du coup, c'est un concept qui est pas plus bête qu'un autre, mais qui n'a aucun intérêt. Ouais. Et je trouve que c'est aussi, encore une fois, intéressant quand on regarde toute la saga, c'est que, comme tu l'as dit, les 3 premiers Terminator, ils sont sur un modèle assez similaire, enfin surtout le 2 et le 3. Moi je trouve que Christana Logan, elle faisait plutôt bien le job, mais c'était juste un remix. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 4 et le 5 essaient de refaire pareil, c'est de réinventer le concept d'antagoniste, d'en faire un mix entre humain et machine, qui était une des thématiques de son naturel vu l'évolution de la saga. D'ailleurs, Cameron est en train d'en reparler pour la suite de Dark Fate, mon dieu. On voyait déjà dans le 5 qu'il y avait un switch, puisqu'au début on était sur un antagoniste classique, qui était très vite éjecté du récit, donc c'était une des rares surprises intéressantes du film, pour passer sur un John Connor qui était donc un Marcus Wright. Là, c'est quand même assez drôle qu'on revienne purement à un antagoniste qui ressemble à celui du 2 et du 3, c'est-à-dire qu'il est là du début à la fin. Bon, Mackenzie Davis fait office de réflexion sur l'homme et la machine. Mais du coup, ce Rev 9, c'est vraiment, encore une fois, un saut en arrière. C'est encore un regardons dans le rétroviseur, ça marchait, refaisons pareil. Et totalement d'accord avec ce que tu dis sur le fait qu'il se dédouble, ça n'apporte absolument rien. Vraiment, dans le climax, le moment où en fait il se dédouble, en fait, c'est un sac vide. Donc, Mackenzie Davis, ça le coupe en morceaux. Donc déjà ça te dit ok, donc tu es plus faible quand tu n'as plus ton squelette, du coup retrouve ton squelette en fait, parce que là c'est juste comme s'il fallait occuper, puisqu'il y a 4, théoriquement il y a 4 héros, ils sont 4 en tout cas à affronter ce méchant, donc comment occuper les 4? Donc on va le dédoubler mais juste artificiellement pour 2-3 minutes, puis après ils se mettent ensemble parce que bon il y en a 3 ou 4 qui sont par terre, donc maintenant ça devient un affrontement one-to-one. Et souvent, la gestion de ces combats, où on l'a déjà un peu dit, beaucoup de doublures numériques, moi ça illustre un truc qui me déprime un peu, c'est que pour moi, un des nombreux éléments qui ont fait la valeur des 2 premiers Terminator, c'est ce mélange d'artisanat, de démerde, parce que Cameron, il vient de l'école Roger Corman, il vient de la série B, voire même de la série C, D, E, F, ce que tu veux, où il n'y a pas une thune, et donc il faut apprendre à truquer, à être malin pour que le film visuellement ait de l'impact. C'est par exemple l'intro du tout premier, où on voit ce fameux futur, je veux dire, c'est fait, c'est 3 maquettes dans un garage, c'est des perspectives forcées, et juste un comédien près de la caméra, enfin, ça fait partie des vieilles techniques à la Méliès, en fait, d'illusionniste. Donc il y a le mélange de ça, et ce qu'on voit dans le 2, à savoir de l'excellence technique et de l'innovation. Or, c'est pas propre à Terminator Dark Fate, il n'est pas le premier dans ce cas-là, mais alors qu'on nous dit oh là là, c'est le retour de Cameron, le retour de machin, moi ce qui me déprime terriblement, c'est que le film n'est plus du tout un film qui tente des trucs technologiquement, c'est vraiment un film qui suit les façons de faire, les méthodes et les techniques actuelles, et à mon sens, qu'il les suit en étant plutôt en deçà. Et tu vois, par exemple, la fameuse scène qu'on a aussi vue dans les bandes annonces où il y a 2 avions qui se battent, je suis désolé, bon, déjà, non seulement il faut arrêter de copier Uncharted 3, les mecs, hein, vous avez tous joué au jeu, c'est super, arrêtez quoi. Mais enfin, attends, en 6-7 ans, on a eu combien de scènes comme ça dans des avions? On a eu World War Z, on a eu La Momie, on a eu Rampage, Fast and Furious. Enfin, je veux dire, on les compte plus quoi. Arrêtez de péter des hangars, des avions en vol, c'est moche, c'est plein d'images de synthèse, c'est nul. Oui, puis de croire que faire sauter la gravité et jouer avec, ça donne vraiment il faut juste chorégraphier l'action et la rendre lisible. Enfin, cette scène-là, elle est légèrement bordélique, franchement, en termes de montage et de mouvement.
Mais oui, je suis d'accord avec toi. En fait, on dirait qu'aujourd'hui, depuis que James Cameron n'est plus là, ils n'ont pas réussi à trouver une tête pensante, quelqu'un qui est malin, qui sait utiliser la technique, qui veut l'utiliser, ou quelqu'un à qui on donne la possibilité de le faire. Parce que peut-être que ce n'est Oui. pas de la faute de Tom Miller, de Tim Miller ou Ah oui, non, Jonathan mais Josto et tous ces gens-là. Hein, mais c'est ça qui est le plus déprimant parce que moi, un des trucs qui me faisait croire assez fort dans le film, c'est que Tim Miller, moi j'aime pas Deadpool, mais on peut pas lui enlever un truc. Tim Miller, à la base, c'est un type qui fonde un studio d'effets spéciaux qui techniquement est plus que compétent, qui a déjà bossé avec Cameron, et c'est quand même un type qui fait en sorte que Deadpool qui coûte 40 millions a l'air d'en coûter le double. Donc c'est un mec qui techniquement est très capable. Moi je pense que si on lui avait dit, mec, qu'est-ce que t'as comme idée, qu'est-ce que t'as comme concept, il te faut combien de temps et il te faut combien de personnes Ouais. pour les faire, je pense qu'il aurait été tout à fait capable de nous surprendre, de nous étonner, ou quand bien même de pas nous étonner, en tout cas de faire un truc qui techniquement soit super carré, quoi, super canon. Et c'est ça qui est un peu déprimant, c'est que tu te dis, mine de rien, l'attelage Cameron Miller, il est pas déconnant, ça fait plaisir, mais le résultat, bah non, c'est un blockbuster qui est pas mieux fini techniquement qu'un Marvel, et qui est plutôt à la traîne de ce qui se fait de mieux techniquement, quoi. Ce qui est quasiment le contraire absolu de ce qu'est Terminator à la base. C'est-à-dire que s'il ne propose pas quelque chose qui techniquement, en termes d'effets spéciaux et d'univers, en envoie, vu comme le film a été copié depuis, il ne peut que intégrer cette donnée. C'est comme si le prochain Matrix se retrouvait avec aucune révolution technique, aucun point de vue, aucune utilisation maligne, vraiment intelligente et novatrice de ça. On se dirait juste, grosse déception. Ils sont obligés de prendre en compte que Terminator a été pillé, a été remixé dans tous les sens. C'est la seule manière pour la saga de continuer à exister, être pertinente et être fidèle, ou en tout cas être à la hauteur de ce qu'elle représente encore aujourd'hui. Une des choses aussi qui, moi, me fait encore regarder dans le rétroviseur, c'est avoir l'impression que la saga recule pour mieux sombrer. Pas sauter, sombrer. Quand je vois maintenant Renaissance, Terminator Renaissance, qui à l'époque, j'avais trouvé ça pas mal sans trouver ça très très réussi. Encore aujourd'hui, je trouve que le film a beaucoup de défauts, mais il a au moins une grande qualité, c'est qu'il a essayé de faire sauter la saga vraiment dans le futur qui est évoqué depuis le début. C'était d'ailleurs la meilleure chose de Terminator 3, c'était qu'il se finisse sur OK, le jugement dernier est inévitable. C'était un des trucs les plus intéressants d'ailleurs de la saga encore aujourd'hui. Le film n'a pas marché, n'a pas plu, et depuis il revient en arrière. Et ça me donne l'impression qu'ils font que des pas en arrière et que en fait c'est condamné à aller dans un mur. Comme je disais tout à l'heure, le jugement dernier, ça a l'horizon qui est bloqué. On dirait qu'il n'y a rien au-delà de ça, que personne n'ose aller au-dessus, au-delà. Et depuis que Terminator 4 du coup s'est planté et qu'ils se sont tous dit oh mon dieu, faut surtout pas aller de ce côté-là. Au lieu de remixer Mad Max, ils remixent leur propre saga. C'est encore pire. Pourquoi ne pas avoir continué après Terminator Renaissance, avoir imaginé, essayer de surmonter cet échec, se poser des questions peut-être sur le film qui avait ses défauts, pour avancer. Parce que là, au lieu d'avancer, c'est du surplace, c'est du surplace, c'est du surplace. Dark Fate, on voit très bien à quel point les fans sont très virulents. Il y a quand même beaucoup de doutes et beaucoup de violence maintenant sur les films. Il y a Genesis a vraiment, je pense, cassé la confiance qu'il y avait dans la saga. Donc la grosse impression, c'est que en fait, y a-t-il une issue à tout ce bordel-là? Et Dark Fate a l'air de montrer que pas vraiment. En fait, ils ne savent pas où aller, donc en fait, ils vont tourner en rond, mais les gens ne vont pas suivre cette danse encore éternellement. Ce qui m'attriste un petit peu dans tout ça, si tu veux, c'est que... alors je suis pas partie de ceux qui disent, tu sais, quand il y a des reboots, des remakes qui arrivent, genre « Ah mon dieu, on va faire oublier ou on va détruire le film original » Mon parce que enfance. c'est ça, tu vois, parce que tout simplement, factuellement, c'est pas le cas. Les suites de Starship Troopers, elles ont jamais fait en sorte qu'on oublie le film de Verhoeven. Le remake de Fogg n'a pas fait, beau être tout pourri, on n'a pas oublié le remake de Fogg. Et Et au ainsi de contraire, suite. ça sert plutôt les films d'ailleurs, mais bon. C'est ça. Mais la particularité de Terminator, c'est que, comme tu le dis, comme on rejoue sans cesse la même chose, moi j'ai l'impression, combien de temps, tu vois, les nouveaux spectateurs, les nouvelles générations vont pouvoir appréhender Terminator en se disant non, Terminator c'est 2 grands films et puis le reste c'est de la lessive. Combien de temps il va falloir avant que ça commence à abîmer même les 2 premiers films? Notamment en partie du fait de l'attitude de Cameron. Alors moi je lui reproche pas moralement de jouer les camelots quand il est producteur, parce que j'ai envie de te dire c'est le jeu ma pauvre Lucette, il produit un film, à côté de ça c'est aussi censé aider ses sociétés et ses boîtes pour les films qu'il veut réaliser. Moi j'ai aucun problème avec le fait qu'il ait pas de scrupule à dire ouais le nouveau Terminator est génial, je suis désolé le dernier était pourri, j'étais obligé de le dire, mais ça me pose aucun problème. Et si le prochain Terminator il vient nous voir en disant bon franchement Dark Fate c'était pas top mais là on tient le bon bout, je le croirais pas mais je lui en voudrais pas. En revanche, je me demande combien de temps il va se passer avant que ça ne finisse, le déficit de confiance qu'il y a en lui, le déficit de bienveillance qu'il y a à l'endroit de la saga. Je me demande combien de temps il va falloir avant que ça commence à abîmer justement ces 2 premiers épisodes. Et ça m'attriste un peu parce que moi, c'est 2 films, non seulement auxquels je suis attaché parce que c'est évidemment l'enfance, mais que je trouve assez exemplaires en termes de perfection scénaristique, en termes de volonté de recherche technique, enfin bref, à plein de niveaux. Et du coup, oui, j'ai l'impression que ça les rend un peu plus anodins à chaque fois, et c'est un peu triste. Malheureusement, mais c'est un peu méchant, c'est qu'il y a des chances que ce film il marche suffisamment pour que quelqu'un ait encore l'idée de soit en faire une suite, soit en faire un remix pour la 12e fois.
Et ça donnera juste une saga interminable qui peut s'étirer encore pour 5, 6, 10 ans. Et donc ça va juste perdre les deux premiers dans un flow, dans une franchise très banale, très impersonnelle, où chacun aura sa préférence entre ceux, est-ce que c'est vraiment de la merde absolue ou est-ce que c'est juste très banal. Dans tous les cas, ça va vraiment faire perdre son charme et peut-être qu'en fait dans 10 ans, on sera vieux sur un canapé pourri à en parler encore en disant, tu te rappelles, on disait ça il y a 10 ans, surtout à une époque où tout le monde chie sur Marvel en disant que vraiment ils sont en train de détruire l'industrie et d'en faire un truc complètement de fast-food. Là, ça donne juste en fait cette impression, cette couleur à la saga. Et c'est ça, je pense, le plus dommage, c'est de se dire en fait peut-être que dans 15 ans, il y aura un coffret avec 25 films Terminator et que dedans, il faudra juste cocher ceux qui sont acceptables, ceux qui sont géniaux et ceux qui sont juste à oublier totalement. Bref, vous l'aurez compris, autant sur Dark Fate, on ne pense pas qu'il faille le détruire à coups de missile parce que le film a des choses intéressantes et ça reste surtout un film assez banal, mais ce qui nous attriste, c'est ce qu'il signifie pour la saga. C'est rétrospectivement tout ce que ça remet en jeu, tout ce que ça redit, tout ce que ça confirme malheureusement sur ce qui est devenu Terminator. Donc c'est surtout aujourd'hui l'impression qu'on a d'une saga qui ne sait plus où aller, puisqu'elle tourne en rond, et un peu la crainte que le public s'en lasse au point de juste déserter et faire que tout ça se termine un peu dans un désastre triste et fade. C'était pas du tout une fin du coup, fade.